Il aura fallu attendre les incidents de ces 20 dernières semaines et la protestation extrêmement vive des Gilets jaunes pour que beaucoup de nouveaux députés de La République En Marche se rendent compte que d'aller de temps en temps dans sa circonscription et de parler aux gens, c'est bien. Deuxièmement, je suis un peu interloqué par l'attitude des parlementaires communistes. Ce qui me gêne, c'est pas qu'ils soient partis pour protester. Ça, dans le principe, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est qu'il n'ait pas attendu que le président descende. Je rejoins ce que disait Philippe Vigier tout à l'heure. C'est un problème de courtoisie à l'égard de l'institution. Vous pouvez protester, mais au moins, vous attendez que la personne qui vous invite soit arrivée pour lui manifester d'abord face à lui votre désaccord, et ensuite, je comprends très bien que les conditions n'étant pas satisfaisantes, on s'en aille. Ça, c'est une attitude qui ne me choque pas. Troisièmement, on voit bien quand même toute l'ambiguïté de cette démarche de grand débat, que je crois les Français sentent aussi. Et je ne veux pas mettre en cause la bonne volonté de ceux qui l'ont organisé, y compris chez eux, et qui l'aient fait sincèrement, je ne mets pas ça en doute. Mais on ne m'empêchera pas de continuer à croire qu'en fait, c'est une opération de campagne électorale du président de la République, et c'est tout. Enfin, on va quand même pas me faire croire. C'est cautionné cette démarche-là? Non, c'est pas cautionné. Écoutez, ça fait 2 ans maintenant. En fait, un peu plus de 2 ans, parce que ça n'a pas commencé avec le quinquennat d'Emmanuel Macron, ça s'est renforcé avec ça. 2 ans qu'on explique au corps intermédiaire qui n'existe pas, que les élus n'ont pas de poids dans les décisions de la République, qu'on leur retire leurs ressources, on rabote leur liberté. Le Premier ministre peut même dire, sans rire, dans un article d'un quotidien du soir, une après-midi, qu'il faut diminuer le droit d'amendement du Parlement. Pardonnez-moi, j'ai lu ça quand même, et M. Vigier, que j'ai bien croisé à l'Assemblée, c'est bien l'attachement personnel que j'ai à l'égard des amendements, c'est la liberté d'un peuple qui s'exprime par le droit du Parlement. Tout cela manifeste une forme de mépris que j'appelle de temps en temps un mépris de classe et qu'on voit parfaitement dans la manière dont on traite les corps intermédiaires. Et pour vous, ce grand débat avec les élus qui sont consultés, je termine. Allez-y. Les élus locaux et aussi, les parlementaires et tout cela manifeste une forme de dédain. L'épisode d'aujourd'hui montre bien que le président de la République est en train de payer la note aussi de ce dédain, mais qui n'est pas que le sien. Et pour vous, ce grand débat, ce n'est pas la preuve que le président est en train de changer d'avis, puisqu'il consulte, quitte à éterniser le grand débat. C'est ce dont se plaignent certains. Que le président consulte, j'espère d'abord qu'il y a des gens qui font ça tous les jours pour lui. Parce qu'on gouverne aussi en consultant. Justement, ça va être l'objet d'une deuxième partie de notre débat. La mise en scène est quand même extrêmement douteuse et elle est le reflet de cette ambiguïté de fond. L'Emmanuel Macron a voulu, comme on dit en cyclisme, se refaire la cerise, en retournant au contact de la population, pour, je pense, assez largement faire semblant d'écouter, car il a dit à la cérémonie des vœux le 31 décembre, je ne changerai pas de politique car j'ai un mandat, vous l'avez entendu comme moi. Faire semblant d'écouter. Constante, c'est que les fonctionnaires dans notre pays, qu'ils soient d'État ou des fonctionnaires territoriaux, sont loyaux. Et je constate, pour avoir été moi-même maire et président d'une communauté d'agglomération, que lorsque les politiques qui sont élus dans ces territoires ou qui sont en charge du fonctionnement de l'État comme ministres ou parlementaires font leur travail de politique, quand ils prennent les décisions qu'ils doivent prendre, quand ils exercent au sein du Parlement leur pouvoir de contrôle sur l'État, eh bien l'administration, elle fait ce que les politiques demandent de faire parce qu'elle est là pour ça et elle le sait. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. Quand en revanche, un certain nombre de responsables politiques se planquent parce que l'opinion dit ça, la presse dit ça, leur réélection dit ça, etc., d'une certaine manière, ils laissent filer le pouvoir de décision qui, naturellement, parce que la nature a horreur du vide, retombe entre les mains, si j'ose dire, de l'administration qui n'aime pas ça, en règle générale. Alors, il peut y avoir des exceptions, mais le mouvement général, c'est celui-là. Monsieur le maire, je suppose que vous vivez ça aussi dans votre collectivité. Philippe, qui comme moi était élu local, le sait. Donc, au fond, l'ENA comme bouc émissaire, c'est toujours un peu facile, c'est vrai. Je me souviens que notre ami et collègue Jean-Michel Fourgousse déposait des amendements à répétition sur la suppression de l'ENA. Ça a failli marcher d'ailleurs il y a quelques années, à 2 voix près. Mais le problème de fond n'est pas là. Et pour revenir avec le grand débat, je suis d'accord avec Madame le député. Je crois que si le grand débat doit servir à quelque chose, c'est pour donner à la sortie des impulsions de long terme. Les Français ne demandent pas l'aumône. Il ne faut pas croire que quand on dépense 10 milliards, qu'on prend d'ailleurs sur la dette, parce que... Oui. Il faut quand même être clair sur le sujet, donc on endette les générations ultérieures. Quand on distribue quelques euros par mois, ils ne font pas la quête. Ils disent, nous voulons vivre des fruits de notre travail. L'État est en train de nous spolier, comme disait une candidate célèbre aux élections présidentielles. Nous ne savons pas pourquoi nous faisons tous ces efforts. Malgré tous ces efforts, nous n'arrivons pas à vivre, c'est indigne. Et donc, on doit en conséquence, prendre en compte cette détresse sociale et considérer qu'elle existe. Je termine, en une phrase. 2, oui, il faut engager une grande réflexion, pas sur la réforme de l'État, sur les missions de l'État au XXIe siècle. C'est pas tout à fait pareil. Et 3, je crois qu'il y a des débats compliqués que les Français attendent. On doit leur dire ce qui va se passer sur leur retraite. On doit leur dire comment on règle la question de la violence sociale.
On doit leur dire tout ça. On attend des réponses. Donc ne croyons pas que le grand débat a éteint la détresse sociale, c'est pas vrai. Ne croyons pas qu'en faisant des mesurettes, même en dépensant de l'argent, on éteindra le sujet, ça n'est pas vrai. Donc on verra bien. Si le grand débat accouche effectivement de quelques mesures de gestion et d'ajustement des lois existantes, ça aura été tout ça pour rien. Et je rejoins Philippe Vigier, la suite sera très bien. On mesure très bien que l'État n'est pas en mesure, en tout cas le maire n'a pas compris que l'État était en mesure d'assurer la sécurité de sa ville demain. C'est ça qu'on comprend. Oui. Là, que le maire, traduction de tout ça, c'est l'État est impuissant. Mais enfin, c'est ça que vous dites. Enfin, franchement, si effectivement le maire de Bordeaux avait compris que l'État était en mesure de mettre en place de quoi assurer la sécurité de ses rues demain, il ne déclarerait pas ville morte. On ne fait pas ça de gaieté de cœur. J'imagine, c'est pas quelque chose que vous décidez comme ça de manière légère le matin en vous levant parce que votre agenda est libre. C'est bien qu'il a compris l'impuissance réelle de l'État à assurer la sécurité à Bordeaux, donc il en tire les conséquences. Et à la fin du compte, pour revenir sur cette loi anti-casseurs, je n'aurais pas voté cette loi si j'avais été parlementaire, je vous le dis. Je n'aime pas qu'on attente à la liberté de manifester. L'idée que l'administration puisse... On ne peut pas dire l'État est impuissant et les lois sont insuffisantes. Oh mais je fais comment, madame? C'est pas d'hier qu'il y a des casseurs qui s'infilent dans les manifestations. Nous avons connu à Paris les manifestations contre le CPE. Nous avons vu le saccage de l'hôpital Necker au moment des lois El Khomri il y a 2 ans. Enfin, c'est pas une nouvelle, pardonnez-moi. Les policiers disent que le cran de violence a augmenté. Oui, le cran de violence a augmenté. C'est donc que la réponse à apporter par les forces de l'ordre doit aussi augmenter en proportion. Mais je répète, pardon, l'idée qu'on puisse, de manière administrative, sans motif et sans condamnation judiciaire, assigner quelqu'un à résidence au motif qu'on soupçonnerait que peut-être, ça fait pas partie de la conception des libertés. En revanche, ça c'est un point de la loi anti-casseurs. En revanche, attends Philippe, excuse-moi, attendez-moi monsieur le député, pardon. En revanche, on a démontré, puisque monsieur Castaner s'est réjoui samedi dernier, il a dit, nous avons appliqué la doctrine de maintien de l'ordre qui avait été définie après le 1er décembre. On est le 23 mars quand il dit ça. On a attendu un peu quand même pour appliquer. Bon. Mais appliquons ça aussi à Bordeaux. Pourquoi on ne le ferait pas? Philippe, est-ce que ça changerait quoi que ce soit de sanctionner, même temporairement, des casseurs au RSA? Ah mais ceux qui cassent doivent payer. Que ce soit en suspendant le RSA d'une autre manière, ça n'a pas d'importance. C'est un problème de vecteur. Je pense que la suspension du RSA serait plus compliquée parce que ça fait intervenir beaucoup de décisions et on entre dans un système social, donc ça me paraît beaucoup plus complexe que d'appeler simplement, à la réparation matérielle d'un préjudice causé. C'est d'ailleurs l'esprit du droit français. On n'a qu'à appliquer le droit en l'espèce. Et s'il faut saisir une partie du RSA pour rembourser, eh bien on le fera. C'est marrant parce que chez les LR, en fait, finalement tout le monde nous dit mais la loi existe déjà. Donc pourquoi ça rime cette proposition de loi finalement si les règles existent déjà, c'est plus sécuritaire que moi. Un des principes généraux du droit français. C'est-à-dire ça vise simplement à en parler une journée dans les médias et les signataires savent que ça ne sera jamais appliqué parce que c'est inapplicable et que la loi existe déjà. C'est Twitter. La réparation du préjudice causé est un des principes généraux du Code civil en France. Oui, c'est pas une nouvelle. Bon. Et ça fait partie des choses qui ne changent pour le coup jamais. Donc on n'a qu'à appliquer ça. Et qu'il y ait cette fermeté à l'égard de ceux qui cassent, parfait, je m'en réjouis. Monsieur Drouet a été condamné pour avoir commis des délits. C'est normal qu'il soit condamné. J'aimerais constater la même fermeté de condamnation avec la même sévérité pour tous ceux qui, au quotidien, dans un certain nombre de banlieues, monsieur le maire, pas très loin de chez vous, parfois même chez vous, brûlent des bagnoles, brûlent des poubelles, cassent des voitures, etc. Donc je trouve que l'espèce d'indignation sélective de la justice à l'égard des gilets jaunes dans laquelle nous vivons participe. Et justement, Éric Drouet, on rappelle qu'il était condamné à... J'aime bien cette idée que... j'en ai pour une phrase vraiment. J'aime bien cette idée qu'on n'assimile pas nécessairement les casseurs à ceux qui n'ont pas de moyens ou qui seraient pauvres. Il y a quelque chose de... Et en l'occurrence, propose et planche pour une exonération de la déclaration de revenus obligatoire. Ça toucherait, nous dit-il, 85 à 90%. Finalement, c'est une simplification qui se fait assez facilement, monsieur Poisson, sur toutes ces questions. Aucun problème à simplifier les modalités de déclaration de l'impôt. Il faut bien s'assurer que ça soit facile pour tout le monde. Que tout le monde y ait accès, et donc ça repose la question. Pas tout le monde, hein, parce que ça repose la question de la couverture numérique du territoire, ça repose la question de l'accès aux moyens informatiques, ça repose tout un tas de questions. Et on nous avait promis le pire avec le passage du prélèvement à la source, finalement tout ça se fait assez facilement. Enfin, moi, je reviens sur la redevance télévision, j'ai pas de problème à la supprimer, je constate simplement une très mauvaise manière, très mauvaise habitude de l'exécutif depuis maintenant 1 an et demi. On supprime 27 milliards de taxes d'habitation. Comment on les finance? Personne n'en sait rien. On paye 10 milliards d'euros au milieu des Gilets jaunes. Comment on les finance? Personne n'en sait rien.
On réintègre dans le budget de l'État 35 milliards de dettes de la SNCF. Comment on les finance? Personne n'en sait rien. Et maintenant, on nous explique qu'on va exonérer 3 milliards d'euros ou 3 milliards de taxes de redevance audiovisuelle et on ne sait pas comment on va payer tout ça. La réponse, elle est claire. Il n'y a pas de planche à billets dans notre pays, pour des tas d'ailleurs de raisons plus ou moins bonnes. La réalité, c'est que c'est la dette qui paye, dans la mesure où la croissance n'est pas suffisante pour générer suffisamment de recettes, comment dire, et créer assez de richesses pour payer toutes ces dépenses. Et la dette, donc c'est la dette, donc c'est de l'impôt, et c'est de l'impôt pour les générations futures. Autrement dit, l'enfumage intégral de l'exécutif depuis 1 an et demi qui nous dit regardez, les dépenses publiques baissent, la dette baisse, tout ça, ça n'est pas vrai. On n'a pas fini d'en parler.